Est-ce que je fabrique cela? Rien, allez. Alors, je suis fort impressionné devant ce grand aéropage et je vais commencer par situer la Shoah personnelle, si on peut dire, dans les événements qui se sont passés depuis 1914-1918. En effet, pendant de 1914 à 1918, comme vous le savez, il y a eu la Première Guerre mondiale. Et le résultat de cette guerre mondiale... Ah, vous voulez qu'on traduise en hébreu? Non. On traduira plus tard. En français. Ah bon. Et le résultat de cette guerre mondiale, c'est que l'Allemagne a été vaincue le 11 novembre 1918. Et l'Allemagne a très mal avalé, en quelque sorte, cette défaite. On a commencé à accuser les Juifs d'être les traîtres, d'avoir trahi l'Allemagne, et en particulier les antisémites du Parti national-socialiste. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? En 1929, il y a eu la crise économique mondiale. Et l'Allemagne a été en particulier frappée par cette crise économique. Ça fait que la monnaie allemande n'avait plus de valeur, il y avait des billets de 10 000 marks, ça valait 5 francs, etc. Et finalement, par des moyens tout à fait légaux, le Parti national-socialiste, le parti de Hitler, a emporté les élections et le 30 janvier 1933, Hitler est devenu chancelier de l'Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, dès le 27 février 1933, du 27 février 1933 au 28 février 1933, il y a eu l'incendie du Reichstag. Le Reichstag, c'était la chambre des députés allemande, et immédiatement, les chefs de l'opposition, en particulier les communistes, ont été emprisonnés à ce moment-là. Comment ça se passe ensuite? Vous allez voir que les événements vont se succéder rapidement en Allemagne. Le 22 mars 1933, on a ouvert le premier camp de concentration à Dachau. Le 23 mars 1933, Hitler a obtenu le plein pouvoir de l'Assemblée allemande, de ce qui restait de l'Assemblée allemande. Les pleins pouvoirs pour 4 ans. Le 1er avril 1933 est décidée la première mesure anti-juive en Allemagne. Quelle est cette mesure? C'est le boycott des magasins juifs et des entreprises juives. Donc on commence à couper les vivres à tous les juifs allemands. Le 7 avril 1933, une loi décide la révocation de la fonction publique de tous les fonctionnaires juifs en Allemagne. Comment? Le 26 avril 1933, c'est la création de la Gestapo. Qu'est-ce que c'est la Gestapo? Gestapo, c'est le sigle, les Rochetevolt, de Geheimstaatspolizei, qui va sévir en particulier contre les Juifs.
Le 10 mai 1933, vous voyez que l'année 1933, c'est vraiment l'année clé de notre affaire, les nazis font des autodafés, c'est-à-dire ils brûlent les livres écrits par les juifs et tous les opposants au régime. Le 14 juillet 1933, une loi est décidée pour la prévention d'une descendance héréditairement malade. N'oublions pas que le nazisme, c'est un racisme. Et par conséquent, on va s'appuyer sur toutes les théories racistes émises au XIXe siècle par Chamberlain et les autres antisémites, pour décider l'opération de stérilisation des maladies héréditaires et des criminels irrécupérables et dangereux en Allemagne. Le 14 juillet 1933, dissolution de tous les partis politiques, un seul parti reste au pouvoir, c'est le Parti national-socialiste, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Dans la nuit du 29 juin, on passe à l'année 1934. Dans la nuit du 29 juin 1934 au 30 juin 1934, cette nuit a été appelée la nuit des longs couteaux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit-là? Il y avait deux groupes à l'intérieur du parti nazi. Le groupe les plus durs, ce sont les SS, et d'autre part, il y avait les SA. Et cette nuit-là, les SS ont liquidé les SA. Ils sont tués entre eux. Oui, d'accord, bien sûr. Le 1er août 1934, Hitler se proclame le Führer, c'est-à-dire le guide de l'Allemagne. C'est juste après la mort de Hindenburg, le maréchal Hindenburg. Vous pouvez poser les questions que vous voulez tout à l'heure. Le 15 septembre 1935 sont édictées les fameuses lois de Nuremberg. Les juifs allemands sont déchus de leur nationalité, les mariages entre juifs et non-juifs interdits, et il y a toute une série d'arbres généalogiques qui sont dressés. Le juif est défini par ses ascendants, c'est-à-dire ceux qui l'ont précédé. Le 7 mars 1936, la Wehrmacht fait son entrée en Rhénanie. Pourquoi? La Rhénanie était un pays qui était en quelque sorte zone démilitarisée en fonction du traité de Versailles. Ça faisait une différence entre la France et l'Allemagne, etc. Et les troupes allemandes ne pouvaient pas rentrer dedans. En 1936, ils ont occupé la Rhénanie. Personne n'a bougé. Personne. Et nous allons voir que l'Europe et le monde, finalement, ne bougeront jamais. Le 19 juillet 1936, arrivent les premiers déportés au camp de concentration d'Oranienburg, Sachsenhausen, c'est près de Berlin. Mais en France, vous n'étiez pas encore au courant. C'était pas encore les juifs. C'était pas encore les juifs. C'était pas encore les juifs. La situation France tout à l'heure. Alors, donc, le 15 juillet 1937, arrivée des 140 premiers détenus au camp de concentration de Buchenwald. Vous avez entendu parler de Buchenwald, certainement. Le 12 mars, dans la nuit du 12 mars 1938 au 13 mars 1938, l'Anschluss, c'est-à-dire le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne,
est réalisé, proclamé et réalisé effectivement. Et 190 000 juifs autrichiens tombent dans la nasse des Allemands à ce moment-là. Et les Autrichiens ont pavoisé, ont applaudi, etc. Ils ont été pires que les Allemands, si je puis dire. Le 26 avril 1938, un décret oblige les Juifs d'Allemagne à déclarer tous leurs biens. Alors quand même, on fait semblant de s'interroger sur le sort des Juifs allemands. Et on convoque une conférence à Évian du 6 juillet 1938, qui dure du 6 juillet 1938 au 14 juillet 1938. Le résultat, zéro. Les Juifs sont abandonnés. Personne ne veut accueillir les réfugiés juifs qui viennent d'Allemagne et d'Autriche. Les Américains aussi étaient dans cette conférence? Ils étaient aussi, ils étaient contre, ils n'étaient pas pour accueillir les Juifs. Parce que en Amérique, en ce moment-là, l'Amérique était neutre. Hein. Ils ne voulaient plus revoir la guerre de 14, etc., où tant d'Américains sont morts sur les champs de bataille. Qu'est-ce qui se passe? Le 29 septembre et le 30 septembre 1938, l'Europe capitule une fois devant l'Allemagne. Daladier, Neville Chamberlain, à Munich, signe les accords. Et qu'est-ce que l'Allemagne gagne? Elle gagne les Sudètes, c'est-à-dire la région nord-ouest de la Tchécoslovaquie. Tout ça. Le 9 septembre 1938 se passe un événement important, c'est la nuit de cristal. Qu'est-ce qui se passe dans cette nuit-là? Les militants nazis saccagent 750 magasins appartenant aux Juifs, détruisent 267 synagogues et tuent 91 personnes, en blessant des centaines d'autres arrestations. Puis on déporte 30 000 Juifs à Dachau et Buchenwald. Toute l'Allemagne. En Autriche, 42 synagogues sont détruites, 27 Juifs assassinés, une centaine sont gravement blessés et 50 personnes sont arrêtées, transférées aux camps de concentration de Dachau et Buchenwald. C'est le premier internement massif des Juifs en tant que tel. Pour réparer les dégâts, parce que quand les synagogues flambaient, ça atteignait d'autres édifices, la communauté juive allemande a dû verser 1 milliard pour compenser les dégâts. Le 12 novembre 1938, c'est la réorganisation complète des commerces juifs, c'est-à-dire on place un administrateur provisoire, etc. C'est ce qu'on fera en France, sous Vichy d'ailleurs. Et le 2 novembre 1938, et on expulse tous les élèves juifs des écoles le 15 novembre 1938. Donc, le 30 janvier 1939, Hitler fait un grand discours, on sent la guerre s'approcher, et déclare que s'il y a une guerre, eh bien, il y aura aussi l'extermination de tous les Juifs. Il ne l'a pas caché, il l'a dit dans son discours du 30 janvier 1939. Déjà dans Mein Kampf, il avait fait des... Oui, déjà. Mais là, il a dit, en tant que Führer, il a annoncé à tout le peuple allemand. C'était radiodiffusé. Le 18 mars 1939, l'Allemagne envahit la Tchécoslovaquie. Le 22 mai 1939, l'Allemagne et l'Italie signent un pacte d'acier, formant l'alliance de l'Axe avec des dispositions militaires.
le 28 août 1939, en réponse aux accords de Munich, Staline signe un pacte d'alliance avec Hitler. C'était à la stupéfaction de tout le monde. Staline avait cherché à avoir des alliances avec les Français et les Anglais, et comme il savait que, comme cela ne s'était pas produit, il a signé un pacte avec Hitler, prévoyant de dépecer la Pologne, etc., et pour gagner du temps, en vue de la guerre prochaine. Est-ce que tu parleras après aussi de ce qui s'est passé chez toi personnellement? Oui, ça viendra après. Mais je vous indique le cadre général de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Le 1er septembre 1939, c'est l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Comment? C'était en 38. En réponse à l'invasion de la Pologne, le 3 septembre 1939, la France et l'Angleterre entrent en guerre contre l'Allemagne. Mais ils ne font rien. L'armée française fait la drôle de guerre, c'est-à-dire sur la position, pendant que les Allemands occupent la Pologne rapidement. D'ailleurs, en octobre 1939, le Reich annexe la partie occidentale de la Pologne. Le centre du pays devient le gouvernement général de la Pologne. Octobre 1939, Eichmann prend la tête du service central de l'émigration du Reich. Le service central de l'émigration du Reich a été créé en janvier 1939 et deviendra en février 1940 une section de la Gestapo, Amt 4B. En octobre 1939, déchaînement d'une politique d'extermination des handicapés mentaux et physiques, qui va recevoir un peu plus tard le nom de Action 4, assassinés par le gaz de près de 70 000 handicapés. Il ne s'agit pas des Juifs, là, il s'agit des Allemands. C'est en fonction du racisme hitlérien. L'action T4 s'inscrit dans un programme plus vaste d'extermination de quelques 200 000 handicapés entre 1939 et 1945. L'euthanasie. Le 8 octobre 1939, création des ghettos en Pologne. Premier ghetto est mis en place le 8 octobre 1939 à Piotrków, le ghetto Lodz en avril 1940, celui de Varsovie en novembre 1940. 450 000 personnes y sont entassées à l'été 1941. Celui de Cracovie en mai 1941, de Lublin en avril 1941, de Lodz en décembre 1941. 26 octobre 1939, décret de mise en œuvre de travail forcé des Juifs dans le gouvernement général. Le gouvernement général, c'est-à-dire la Pologne occupée. Avril 40, juin 1940, création du camp de concentration d'Auschwitz. 9 avril 1940, l'Allemagne occupe le Danemark et le sud de la Norvège. 10 mai 1940, invasion de la Belgique, des Pays-Bas et de la France par l'Allemagne. 10 mai 1940, le décret Mandel, c'est-à-dire encore que la France, le 10 mai 1940, c'est le jour de l'invasion allemande. Et la France, elle est encore indépendante. Mais cependant, ce jour, on décide de créer des camps pour les étrangers, pour les Français, pour les apatrides et les ressortissants des pays ennemis, dont les Allemands, y compris les Juifs allemands. Donc les Juifs allemands au Pologne. Donc on a créé des camps avant
avant que les Allemands occupent la France. ils ont déjà fait. C'est les Français qui ont créé. Et le ministère de l'Intérieur s'appelait Charles Schmandel. Il a été tué par la milice en 1944. Alors, à la suite de l'invasion, la France capitule le 22 juin 1940, armistice entre l'Allemagne et la France. 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale accorde les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Peut-être, papa, maintenant tu commences à nous raconter. Hein? Tu commences à nous raconter L'histoire à Strasbourg, Ouais. 1939, de ton histoire. Mon histoire, Oui. vous voulez pas que je vous raconte les... On a entendu maintenant, on a entendu le cadre et Bon, jusqu'à l'envahissement. ok. Si ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous habitons, comme vous le savez, Strasbourg. Strasbourg, c'est à l'est de la France, c'est ici. Vous pouvez faire passer la carte ensuite. Moi, j'habitais à Athènes. Ouais. Non, là aussi, on a C'était pas très loin. C'était près, non, mais c'était près de la frontière de allemande. l'Allemagne. Et on a dû partir déjà. Bon, on est allé à Valbonne chez ma grand-mère. Quelle année? En quelle année vous êtes parti? Quand les Oui, Allemands. Alors, Strasbourg... En 38, vous savez déjà que le nazisme... Alors, en 38, on savait déjà que le nazisme menaçait les Juifs, et par exemple, nous, on a été expédiés par mon père, par mon père à Stotzheim, d'où ma mère est originaire. Ma mère est Alors, Stotzheim. ouais. Et ensuite on est revenu. Et en septembre, vers septembre 1939, juste avant septembre, ma mère et moi, nous sommes partis à Épinal. Et on s'est réfugiés d'Épinal, on était à la Marche, un village près d'Épinal. Parce que tous les gens, parce qu'on craignait les bombardements. Pour ça, vous avez quitté Strasbourg. Non. Pourquoi vous avez quitté On a Strasbourg quitté Strasbourg en 39? avant 1939, que la guerre s'approchait, on attendait que la guerre était... Et tout le monde savait qu'il y aurait la guerre. Et alors, on est allé... Comment vous êtes parti? Hein? Comment vous êtes parti? Non, en train. Donc, alors, après... Vous avez des trains? en train. Alors, après, le 1er septembre 1939, toute la population de Strasbourg, c'est-à-dire 200 000 personnes, ont été reçues l'ordre d'évacuer Strasbourg. Et on les a expédiés vers la Dordogne, le sud de la France, vers le sud de la France, et là-bas, Périgueux était la capitale de la Dordogne, mais étant donné que Strasbourg avait 200 000 habitants et que Périgueux en avait peut-être 50 000, il n'y avait pas de place pour les Strasbourgeois, alors on les a répartis dans les petits villages des environs. Et mon père a donc été dans un village près de Périgueux, alors il en a eu assez au bout de 8 jours. Il a demandé quelle était la ville la plus proche de Périgueux. Et alors on lui a dit, c'est Brive-la-Gaillarde-Corrèze. À ce moment-là, mon père a pris cette lique et cette claque, est allé à Brive-la-Gaillarde, il a loué un appartement là-bas. Il a loué un appartement là-bas pour nous, pour ses sœurs, sa nièce, son neveu. On habitait tous ensemble, 14 rue du Général Dalton. Les gens qui ont loué, ils savaient que vous étiez juif? Bon, il n'y avait pas encore de problème de racisme en 1940, à ce moment-là, en 1939. Alors, mon père est rentré, il nous a cherchés à la Marche. On a passé Yom Kippour à Paris, à la choupe Notre-Dame de Nazareth, et ensuite on a été à Brive-la-Gaillarde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Brive-la-Gaillarde? Moi, j'ai été élève au collège Cabanis,
Là, je veux juste dire quelque chose. Oui. Pour que les gens sachent, tu avais 10 ans à ce moment-là. Oui, il a fait 10 ans. Voilà. Donc, tu étais à l'école primaire encore. Voilà. Je suis allé au collège cabaliste, il y avait un enseignant juif qui s'appelait André Neher, vous avez peut-être Par parlé. hasard, qui était parti d'Alsace aussi alors. Oui. Ouais, comment? Il était parti d'Alsace aussi. Mais bien sûr. Tu as déjà été son élève Et à ce moment-là? non. Non. Bon. Mais il y avait son frère, Richard Neher, et ils habitaient à Lanteuil, c'est à 30 km de Brive. Et quand il y a eu le décret qui a mis les fonctionnaires publics, juifs, en octobre 40, il a dû quitter le collège. Il a écrit une très belle page sur la manière dont il a été expulsé du collège kabbaliste, par le statut des Juifs. Alors j'ai poursuivi mes études jusqu'en septembre 1943. Il y avait aussi le côté de mon père, qui s'appelait André Bloch, Oui, qui était à Brive-la-Gaillarde également. Absolument. Et en Lui, il était là donc avec sa famille, ses parents. un nombre impressionnant de Juifs sont venus en 1940 du Luxembourg, de la Belgique, de Paris, etc., et sont établis là-bas. Et on a fondé une communauté là-bas, et sous les auspices du rabbin David Feuerwerker. Il y avait nous aussi là-bas. Attends, ouais, mais 2 secondes, hein. Alors, le rabbin Feuerwerker, David Feuerwerker était né à Genève le 2 octobre 1912, et il est mort à Montréal le 20 juin 1980. Alors il a quitté Paris parce qu'il trouvait, il était rabbin de la Chounie, place des Vosges, il animait un cercle d'études, mais il ne supporte pas les Sfardim. Il est allé au Canada. Et finalement, il a rencontré les Sfardim au Canada. C'est l'anecdote. Il était aumônier de l'armée canadienne, on y a fait des obsèques nationales quand il est mort. Bon. Et sa femme, qui s'appelait Antoinette Feuerwerker, qui a vécu de 1912 à 2003, a fait du droit en Belgique, était éducateur, et elle était membre du groupe Combat, du groupe qui s'appelait Combat, qui était un mouvement de libération du Limousin, dirigé par Edmond Michelet, qui deviendra ministre à la Libération. Bon, alors... Je peux encore interrompre? Et quand est-ce que l'Allemagne a commencé à envahir le sud de la Ah, mais tu ne veux pas savoir. Alors, l'Allemagne, quand la guerre a continué, vous savez que les Américains ont débarqué le 8 novembre 1942 en Afrique du Nord. À la suite de cela, le 11 novembre 1942, les Allemands ont envahi la zone libre. Parce qu'il y avait 2 zones en France, la zone nord qui était directement sous le commandement allemand, et la zone sud qui était sous l'autorité du gouvernement. Mais elle était occupée avant. Non. Les Allemands n'étaient pas occupés, ils ne sont pas venus en France. La partie rouge était occupée, et la partie bleue est la partie qui était la zone qu'on appelait la zone libre, qui est sous l'ordre du gouvernement de Vichy. Alors, pendant ce temps, le judaïsme était très vivace à Brive-la-Gaillarde, en particulier les EI. Et les EI étaient là-bas, et c'est là qu'on a été formés dans notre jeunesse. Et les EI ont été dissous en 1942. On a formé l'UGIF, etc., tous ces groupes. Alors, ils sont en résistance, mais c'est un autre problème. Là, j'ai été socialisé par les EI, d'abord comme louveteau, puis à la troupe. Avec nous, par exemple,
Jacques Meyer-Mogg, etc. Et cela a duré jusqu'en 1942, date de la dissolution du mouvement par le gouvernement de Vichy. Le mouvement est devenu clandestin. Les chefs ont rejoint la 6e, c'est-à-dire la 6e section du juif, mais la 6e, elle s'occupait des enfants juifs dans les maisons d'enfants qui essayaient de passer en Suisse, etc. Vous connaissez l'histoire de la maison d'Isieux, où les enfants étaient déportés, les 74 enfants ont été déportés en 44 seulement. La plupart des chefs de Bouillé ont été soit fusillés, soit déportés. Quoi, les anciens, ceux qui étaient ayés, les chefs. Les chefs Ouais. qui étaient dans la résistance, Voilà. comme ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour moi vers la fin de 1943, ça sentait vraiment le Russie. Alors mon père a décidé de me cacher. Il m'a caché grâce à des paysans qui étaient cheminots résistants. Cheminots, ils transportaient des gens. Un cheminot, c'est quelqu'un qui travaille au train. Alors, c'est des gens qui transportaient des aviateurs anglais en Espagne, vers les Pyrénées. Et par conséquent, ces gens-là, Ça veut dire dans la ils étaient dans la résistance. Et il savait, Pas en tant que. il savait que tu étais juif. Qui ça, oui. Comme- Ceux-là sont là, oui, Ouais. mais les Azaïs, ils s'appelaient Azaïs. Mais il savait que tu étais juif. Bien sûr. Et ils faisaient partie d'un réseau qui s'occupait des parachutistes anglais et qui m'ont caché chez des cousins dans une ferme située près de Gramat dans le Lot. Le Lot, c'est ceux-là, ils savaient de la pas. Corrèze, c'est au sud de la Corrèze. Ça veut dire que toi, tu as été caché chez les cousins des cheminots. Ouais, voilà. Et, ceux-là, ils et les savaient cousins pas. ne savaient pas que tu étais Ils ne juif. savaient pas que j'étais. Il ne savait pas ce que c'était. Alors pourquoi on leur a dit, pourquoi ils ont dit que tu devais être là-bas? Quelle excuse? Attends. La science, Julie était pressée. Et j'étais caché chez ces paysans. Quel était le prétexte? Qu'est-ce qu'ils ont raconté aux paysans en question? Que j'étais un petit Bordelais qui avait besoin de se refaire les poumons. J'étais presque tuberculeux, etc. Alors, on m'a placé là-bas, donc chez ces paysans, et je gardais le troupeau de chèvres, j'avais un chien, etc. Et en même temps, je suivais des cours à l'école universelle, des cours par correspondance. Alors je pensais que tout allait bien se passer, et tout d'un coup, vers Pessah, mes parents m'ont rejoint. Ils m'ont rejoint juste avant Pessah, parce qu'ils ont fui la Gestapo. La Gestapo était venue chez mes parents, avait raflé ma tante, une de mes tantes, et dans le même temps, son fils a été fusillé en Dordogne. Comment il La s'appelle? mère de Zoé, la mère de Zoé, Et le frère Constantine. de Zoé. La tante, c'est la sœur de ton père. Voilà. Mais la tante, comment elle s'appelait? Comment elle s'appelait? Camille Vinaire. Camille Wiener. Et son fils était Constantine. Comment? Le fils s'appelait Constant. Constant. C'était Le frère de Zoé. Voilà. Et pourquoi il était en Dordogne? Il était au chantier de jeunesse. Vous savez, pour remplacer l'armée française, ils avaient juste une garde d'honneur à Vichy. L'armée française, ça consistait en ça. Sous le gouvernement de Vichy, ils avaient créé un mouvement de jeunesse qui s'appelait les... Comment ça s'appelle? Les chantiers de jeunesse. Les chantiers de jeunesse, ils étaient habillés de vert, ils avaient un béret, et les Juifs avaient le droit de participer au chantier de jeunesse. Et mon cousin et un autre Juif qui s'appelait... Il y a dans Internet, on peut voir. Que Hein? si quelqu'un s'intéresse. Voilà. Et un autre Juif se promenait sur la route et les Allemands sont arrivés sur les troupes. Ils ont vu les deux types
ils leur ont demandé leurs papiers, ils ont vu qu'ils étaient juifs et ils les ont fusillés immédiatement. Vous avez pas de Mais sous-papiers comment vous avez su ça, ce témoignage qu'ils ont été fusillés par les Allemands? Comment vous avez appris? Alors ils avaient des papiers, les juifs, ils avaient leurs papiers. Oui, mais comment vous l'avez su après? Mais oui, d'accord. Alors, le maire du village en question, il a averti la famille. Ah, ben oui. Et j'ai une question. Vous avez fait des faux papiers, non? Il faut se faire Après, il en est arrivé là. On n'est pas encore là. Eux, ils avaient pas de faux papiers. On n'en est pas encore là. Non, mais ce cousin n'avait pas de faux papiers. Quoi? Ce cousin-là, il n'avait pas de faux Trop tôt, papiers. il est Non, trop il avait ses vrais Il avait des vrais papiers. Il n'avait pas sur la carte juif. Il y avait juif sur la carte. C'est comme ça qu'ils ont su. Bon, et ils ont vu que c'était des juifs. C'était trop tôt les faux papiers. C'est déjà 44. Alors, les paysans, mes parents sont donc arrivés chez nous, chez les paysans, et les paysans ont compris qu'on était juifs. Ils nous ont mis proprement à la porte. Parce qu'ils risquaient leur vie, hein, on ne peut pas leur en vouloir tellement. Alors mon père est allé voir le maire de Gramma. Gramma, c'est pas que là. Le village. Il y a quand même 1000 habitants, etc., pour trouver un logement. Et le maire, il a compris qu'on était juifs, mais il n'a rien dit, ça se passait comme ça. Il nous a donné la maison du cantonnier, qui était libre, qui était au bord d'une goutte, etc. Et Qu'est-ce qu'un cantonnier, c'est quoi? un cantonnier, c'est celui qui répare les gouttes. Solène Bonnet. Solène Bonnet. Et nous, c'est pas ça, et nous pensions être tranquilles jusqu'à la fin du débarquement, parce que le débarquement, On commençait qui a à eu sentir, lieu le 6 juin 1944, on pensait que les Alliés allaient bientôt arriver, qu'on en aurait bientôt fini. Et moi, pour moi, j'ai dit à mes parents que je suis sûr que les Alliés vont débarquer à Lac Beaumer. Je suis sûr et certain. Qu'est-ce qui s'est passé à Lac Beaumer? Mon père est sorti comme tous les matins, chercher le lait dans une ferme cantine. Il était arrêté par les Allemands. Et un quart d'heure après, ça frappait à la porte. Les deux SS sont rentrés au fusil et ils ont crié « Mann, Mann !» Alors ma mère a fait semblant de ne pas comprendre. Elle m'a dit « Quoi, quoi ?» Alors on était couché, on cherchait. Moi j'avais une fille là justement, je l'ai couché dans mon lit, je l'ai mis de côté. Et ils sont repartis. Et toute la journée, on n'a pas su si mon père avait été pris ou s'il était libre, etc. Enfin, finalement, vers le soir, mon père est revenu. Alors il nous a raconté ce qui lui était arrivé. Il est allé chercher du lait et le village était encerclé par les Allemands. Ils cherchaient des maquisards. Parce qu'il faut dire que les maquisards, c'est des vrais imbéciles. Le 1er mai 1944, ils ont défilé dans les rues de Gramma. Un maquis qui défile dans les rues de la ville, c'est complètement inepte. C'était très dangereux. La résistance. Alors, le résultat, donc mon père a été pris et amené sur le champ de la foire, là-bas, et là, il y avait 3 tables. Et il fallait montrer ses papiers aux Allemands. Qu'est-ce que mon père avait comme carte d'identité? Il n'avait pas une carte d'identité avec juif, sinon il aurait été pris. D'ailleurs, des juifs ont été pris à Gramma. Il y a eu des sévices contre ces juifs, mais il avait une carte d'identité, une vraie fausse, c'est-à-dire il y avait marqué Goetschel Albert, né le, etc., à Hegenheim. Alors, il s'est dit, mais si on remarque à Hegenheim qu'un Alsacien est là, parce que les Alsaciens, les gars, ils étaient rentrés en Alsace en 1940, alors il a regardé un peu les queues, et il a vu que là, il y avait
un officier qui était un peu plus vieux que les autres. Alors il s'est dit peut-être qu'il aura Mounous avec moi. Alors il est arrivé, l'officier, tu peux regarder la carte, il est vaguement regardé, il est allé. Et c'est Surtout comme parce ça qu'il avait un qu'il est papier. rentré en France. Il C'est avait comme un ça faux que mon papier. père m'a prêté. Il y avait un faux papier. Il a fait Gomez. Ouais, il y avait Il n'y avait pas un faux papier. Il Mais n'y pas avait pas écrit. eu dessus. C'est comme ça qu'il n'a pas été pris. C'est un miracle, hein, je veux dire. Alors, Et que quand les Allemands sont venus dans la C'est maison pour de lequel neutralité, c'est Il aussi- n'y avait pas écrit qu'il était juif ouais, sur la carte. c'était la Baum. Attends, et aussi, Ça, que c'était la et aussi que faute. quand les Allemands sont rentrés dans la maison et qu'ils n'ont pas pris, c'était Ah aussi oui, qu'il grave. n'était pas là quand ils l'ont cherché. Il cherchait les mânes, il Et cherchait les les pommes mânes. et tout, Il n'y avait pas d'homme, il y avait qu'un cherchait gosse. les Il mecs y avait avec qu'un les gosse et hommes. qu'une femme. Il ne savait pas dans quelque Moi, chose. je cherchais pas. Je cherchais les résistants. Alors toi, tu n'étais jamais dehors avec une étoile. Non, jamais. Parce que l'étoile jaune n'était imposée qu'aux juifs de la zone occupée, c'est-à-dire du nord de la Ça France. Et dans la zone libre, les juifs n'ont jamais porté. Même après 43, Même après après 42, oui, ouais. comment c'est devenu occupé. C'est ça que je me demandais aussi. Quand c'est devenu occupé, la communauté a continué à fonctionner. La comme c'était avant communauté et tout. a continué à fonctionner. Les J'ai Juifs fait ne ma sont pas bar partis. mitzvah en août 1943. Ah ben ça, tu peux nous raconter, oui. Bon, ensuite la libération est arrivée, etc. J'ai terminé. Alors si vous avez à poser des questions, Oui, vous les posez. D'abord, raconte-nous comment c'était la bar mitzvah. Non, ça veut dire que vous aviez Alors. une vie juive officielle Ouais, alors, d'abord, ou cachée. le Hazen, qui s'appelait Bindelfeld, m'a appris la paracha. J'ai lu la dernière paracha et la Haftara. Ouais, vous ne voulez pas que je me fatigue. Toute la séquence. Pour Nitzavim, c'était quand même pas tellement loin. Mais il y avait Nitzavim Bayela cette année-là, non? Ah ouais. Je me rappelle. Ouais. C'était déjà pas mal qu'ils savaient lire et qu'ils savaient Et lire. Pépé était président de la commune. Comment? Pépé était après. Alors, d'abord, au début, il y avait un président de la communauté, un Lorrain qui s'appelait KM, comme tous les Lorrains d'ailleurs. Et après, il est décédé à un certain moment, et ça a été mon père qui a été vice-président de la communauté. Quand vous habitez à Brive, tes parents, ils travaillaient? Ah, alors, mon père, quand on est arrivé en 1939 à Brive, on touchait une allocation pour les réfugiés touchaient une allocation. Et on a touché cette allocation pendant toute la guerre. Juif ou pas Je juif. suis payé par le gouvernement de Vichy. Oui, d'accord. Mais mon père est allé chercher du travail au Toulzac, dans une quincaillerie, et il a travaillé là-bas. Mais je crois qu'à un certain moment, on l'a mis à la porte, parce qu'il est juif aussi, là-bas. C'est pas dit. Mais après, Il n'y avait pas un magasin aussi de. Oui, alors, Moi, ça alors, a été tu sais de quoi on parle. Mon père, avant mai 1940, c'est-à-dire avant l'invasion des Allemands, a demandé une autorisation pour aller à Strasbourg pour chercher de la marchandise à son magasin. Mon père avait un magasin à Schilligheim, c'est un faubourg de Strasbourg. Il a eu cette permission et je crois en avril, il est allé à Strasbourg, il a trouvé quelqu'un pour travailler pour lui, pour fermer les caisses, etc. Il a ramené toute la marchandise. Et il a ouvert un petit magasin où étaient ma grand-mère et ma tante maternelle, Clarisse et Henriette Land, et c'est elle qui tenait le magasin. Alors, avec ce magasin, c'était très... Avec toute cette marchandise, mon père a écrit aux fabriques de, je sais pas, de laine ou de soie, etc., qui fonctionnaient en zone occupée, dont il était client, pour obtenir encore de la marchandise de 40 à 43. Hein. Et c'est comme ça qu'on a eu aussi des contacts avec les paysans
Et les gens, par exemple, quelqu'un est rentré dans cette mercerie, et c'était une institutrice alsacienne qui s'appelait Madame Benex, qui s'était mariée avec un menuisier du coin. Et évidemment, on sympathise entre Alsaciens. Et le 11 novembre 1942, quand les Allemands sont venus, moi je suis allé me cacher chez elle. Elle était directrice d'école je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, l'endroit, et je me suis caché là-bas pendant 48 heures, 72 heures. Ça c'était à Brive encore. À Brive. Avant que... Avant. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez encore? C'est bien. Quand il y avait des fêtes, par exemple, Rosh Hashanah, pour Pessah, toutes les années vous avez pu... Ouais, alors, comment vous fêtez les fêtes? Alors, c'était la guerre, il y avait des tickets d'alimentation. Et à Pessah, le consistoire central qui avait son siège, je ne sais plus où, à Lyon, a fait faire des matzot, soi-disant, chez Brun, les biscuits Brun à Grenoble. Et alors on avait droit à ces biscuits en fonction de la dose de pain que tout le monde avait droit. Et je me rappelle que c'est moi qui a amené des tickets d'alimentation à la préfecture de la Corrèze à Tulle pour que les choses soient faites. Donc à l'époque, vous étiez quand même connu en tant que juif, ils n'ont pas arrêté systématiquement tous les juifs. À partir de 44, À partir de 44, par exemple. Après, ils se sont cachés encore. ils ont arrêté l'attente. Alors, Ça commençait à tourner mal en 43. En 42, les Juifs s'affichaient encore. Par exemple, il y a le ministre de la jeunesse de Vichy qui s'appelait l'Amirant. C'est l'Amirant qui nous amène une chanson comme ça, qui est venu à Brive. Et on a défilé, les ayants ont défilé avec les autres mouvements scouts de l'époque. Donc ça allait, on avait une illusion, c'était une illusion que tout allait tranquillement, et finalement... En quelle année vous avez entendu pour la première fois les déportations? Alors, je ne sais pas, on savait, sans doute, on ne parlait pas de déportation, on savait que les gens, ils étaient expédiés à l'Est, c'est tout ce qu'on savait. Enfin, je ne sais pas si mes parents, si mon père ne le savait pas, mais il ne l'a jamais dit. Il ne l'a jamais dit. Et maintenant, la tante, comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'elle a été arrêtée? Et est-ce que c'est ce qui s'est passé avec La mère de Zoé. Ben, la Gestapo est arrivée, elle a dit, madame, venez avec nous. C'est dans quelle année? En 43. En 44. 44, mais c'est arrivé dans l'appartement où elle était? Comment? C'est arrivé dans l'appartement où elle était ou dans Dans la... l'appartement. Mon père était aussi sur la liste des comment gens ça fait qu'il fallait déporter. C'était Bien quand sûr, c'était à... dans l'appartement. Non, ça se fait à Brive. C'était encore à C'était à Brive. Brive. Et Pépé n'était pas dans l'appartement à ce moment-là? Comment? Pépé n'était pas dans l'appartement? Pépé n'était pas dans l'appartement? Ils Heureusement, avaient ni fui. ma mère. Ils avaient fui ou pas encore? Non, je ne sais pas ce qu'ils faisaient à ce moment-là, mais ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas à la maison. La Gestapo est venue, ils ne sont pas venus. Elle n'était pas là, et la malheureuse tante, Camille, a été déportée. Et à Moi, ce ça moment-là, s'appelait Camille. Camille Gutschel. Wiener Gutschel. Alors, comme tout le monde, ils avaient le droit d'envoyer une carte de Drancy, en écrivant « Tout va bien ». Et ils l'ont envoyé, vous l'avez reçu? Vous l'avez reçu? Bien sûr. Oui, Bien sûr. Et donc à ce moment-là, vous êtes parti quand elle a été... Immédiatement, mon père est parti, bien sûr. Parce qu'il a compris qu'il était recherché par la Gestapo. Évidemment. Et d'où la Gestapo avait son adresse et son nom. Ils avaient la liste de tous les juifs, d'après le parce que les juifs devaient se déclarer en tant que juifs, donc ils devaient donner leur adresse. Ils avaient la liste de tous les juifs. Ah, vous êtes déclaré comme en tant que juif. Vous n'avez pas pris les papiers juifs, mais vous êtes quand même déclaré. Mais bien sûr.
Mais tout le monde était légaliste à l'époque. Hein, c'était bien. De toute façon, ils auraient pu prendre les papiers de la communauté, ils auraient pu. Ouais, mais ils étaient bien informés. Donc, elle a été déportée de Brive, c'est ça, de Oui, après, non, je suis là. Je voulais poser une question. Est-ce que vous avez déposé les noms de Constance et de la tante à Yad Vashem? Bien sûr, bien sûr. Et ils sont sur la liste du mémorial aussi, et à Strasbourg aussi. Papa, et Zoé, où elle est allée après? Elle est aussi partie avec Pépé? Zoé, elle habitait avec la tante Alice, c'est-à-dire sa tante, dans un appartement Alors où ailleurs. elles sont allées après avril 44? Ouais. Je crois qu'il a été. Ils sont restés. Ah bah là, eux aussi, elles auraient pu être déportées. En fait. Ils ont aussi eu un. Ils auraient pu. Non, c'est vrai. Non, mais ils sont pas restés alors à Brive, aussi Qui ça? en 44. Non, comme les Zoé. Si, elles sont restées, mais elles n'ont pas été. Elles sont restées jusqu'à la fin de la guerre à Brive? Hein? Elles sont restées jusqu'à la fin de la guerre à Brive? Oui, oui, oui. Et il y a un épisode que tu n'avais pas raconté, papa. Ah, vas-y. Il y a un épisode que tu n'as pas raconté quand vous êtes revenu à Strasbourg après la guerre. Ah bon, attends. Ça, c'est important. On n'est pas encore là. Alors, On est encore en 44, on n'est pas en... alors en 44, en août 44, il y a Lou, André Frankel, Pierre Cogan qui sont venus à Gramma. Il dit il faut revenir, il faut ouvrir la chouille pour Rosh Hashanah. Où ça? À Brive. À Brive. On est revenu. Il y avait Et tous les Allemands? parce que le 15 août 1944, Brive a été libérée. Alors vous êtes retourné pour. Comment? Alors vous êtes retourné pour les fêtes à. On est retourné pour les fêtes à Brive. Et quand vous êtes retourné à Strasbourg, Alors, on est retourné, mon père est retourné à Strasbourg dès que Strasbourg a été libéré, c'était en février 45. Hein. D'abord, le 23 novembre 44, c'était la libération de Strasbourg, et février 45, la libération de l'Alsace. Hein. Alors, donc mon père a dû retourner vers mai 1945, il est retourné à Strasbourg avec ma grand-mère. l'appartement où vous avez habité avant la guerre, il était toujours en... Alors, Justement, ça c'est... 1945, donc il est retourné. Et il n'a pas cherché l'appartement, mais il a cherché immédiatement un magasin, etc. Alors, on a changé de banlieue, on est allé à Neudorf, là-bas, et on a trouvé à l'office d'habitation à Beaumarchais, là-bas, un appartement et un magasin. Vous vous rappelez la chaîne? Tissu. Moi, 24 j'étais en habitants. 57, moi. Du magasin, tu te rappelles? Le magasin, bien sûr. Et l'appartement aussi. L'appartement aussi. Alors, à ce moment-là, il fallait meubler l'appartement. Où étaient passés nos meubles? Alors, comme les Allemands ont beaucoup d'or, Vous habitiez où avant la guerre? À Schinziken. non, on habitait chez Dicam, ensuite à Strasbourg, 32 rue des Fonds-Bourgeois. Je le savais bien. Quelle rue? Grand-bourgeois. D'abord au 34, ensuite au 32. Beaucoup d'événements. Alors, pour nos meubles, les Allemands, en 1940, les Alsaciens sont revenus en masse, sauf les Juifs, donc. Les Allemands ont mis en vente tous les meubles, tous les biens qui appartenaient aux Juifs. Et ils ont fait ça à la manière allemande, c'est-à-dire qu'ils ont tout noté. À qui ils Et ont à vendu? qui, à quel prix, et à qui ça Ça appartenait. appartenait. Des vrais Qu'ils ont vendu. Desquels.